Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Seconde partie politique, nous allons reparler du Togo et du contexte politique, les conditions d'un accord politique durable. Avec deux invités, je vous les présente tout de suite. Le professeur Charles Kondi-Agba est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour Gilles. C'est un honneur de vous avoir. C'est toujours un plaisir de venir ici chez vous. Oui, votre curriculum vitae est très long en politique. Plusieurs fois ministre, même Premier ministre. Oh non, je n'ai pas eu cette chance. Donc presque alors. Non. Non, c'est juste pour rire. Non, si c'est pour rire, oui, d'accord. Ouais. Donc vous avez même eu à écrire un ouvrage sur la politique au Togo. J'en ai écrit trois, notamment en réalité, ministre d'Eyadema. Ministre avec Eyadema. Ministre avec Eyadema. Oui, le terme avec est très important. Pourquoi? Quelle est la particularité d'être ministre avec Eyadema? C'est différent d'être ministre avec Faure? Non. Moi, c'est 4 ans après le décès du président Eyadema, j'ai voulu remonter un peu le temps. Je suis d'ailleurs remonté jusqu'à 56, les tout premiers ministres qu'on a eu dans ce pays qui étaient les ministres de Gruniski. Mais quand vous dites ministre avec Eyadema, c'est nettement plus honorable pour les deux d'ailleurs que ministre sous Eyadema ou les ministres d'Eyadema. En réalité, nous avons avec lui fait un bout de chemin pour gouverner ce pays, c'est tout. C'est pourquoi j'insiste pour dire qu'avec nous semblait très important. Mais être ministre avec Eyadema et ministre avec Faure, est-ce que c'est gênant? Non. Mais le livre avoir fait les deux à la fois. Non, le livre a été écrit en 2009. Oui. Il faut voir qu'avec Eyadema, j'ai pu citer 223 ministres. Le président Faure commençait. Il faut attendre un bout de temps avant de pouvoir écrire un livre comme celui-là. OK? Merci. Le professeur Charles Kondi-Agba est actuellement président du comité des sages de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Bon, je vais dire le terme exact, c'est délégué national du MSU, délégué national du mouvement des sages. Êtes-vous sage? Bon, si on me le dit, je vais finir par le croire. On revient au débat, le temps que je présente le deuxième invité. Jean Kissi, bonjour Jean. Bonjour Gilles, bonjour une fois encore aux chers spectateurs de Neuro TV. Ça fait, qu'est-ce qu'on dit dans notre langage, un bail, que j'ai plus eu la chance. J'apprends tout à l'heure que le ministre vient souvent ici, je crois que... Non, je suis venu une fois. Ils m'ont invité pour parler du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est la deuxième fois que je viens, mais je dis mon plaisir de revenir. Et vous êtes le secrétaire national du comité d'action pour le renouveau. Exact, oui. Le cas, exactement. Et député à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, le cas, partie membre de la coalition aussi. Peut-être vous venez de faire une blague tout à l'heure. Je voulais dire là-dessus que je suis totalement d'accord avec le professeur. Moi aussi, je préfère ministre avec. Parce que dans une république, on n'est pas ministre de. Ministre veut dire serviteur. Au moment des rois, il y avait les serviteurs du roi. Et ceux qui officient dans les églises, on les appelle des ministres de Dieu. Ça veut dire des serviteurs de Dieu. Mais dans une république, on est au service du peuple. Donc, ce sont des ministres du peuple. Mais ministre avec un gouvernement, je préfère ce terme-là. Voilà la façon dont les choses se passent. Souvent, il n'y a pas une forme de servitude quand même, au fond du système. Mais c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que la République est importante. Voilà. Non, c'est la définition même du terme ministérium. Nous ne l'avons pas inventé. Si le français vient la définition est différente de la pratique. Non, ministérium, c'est serviteur. Vous êtes au service. On vous appelle au gouvernement pour être au service de la nation. Oui, mais il y a ce qu'on dit dans les livres comme définition, mais en réalité, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez été ministre d'Eyadema? Non. Moi, j'ai été ministre avec Eyadema pendant 6 ans. Je n'ai jamais eu ce sentiment de servitude. On est venu me chercher, j'étais professeur. Oui, mais j'ai vu des ministres se plier en 4 devant le président de la République. On dit ça, mais vous avez vu ça? Vous l'avez... Non, je ne pense pas. Mais de toute façon, celui qui se plie en 4, peut-être qu'il n'a pas sa place là-bas. Exactement. C'est ce que je pense. Exactement. Avant de revenir à notre sujet, je voudrais que vous réagissiez un peu par rapport à la première partie de ces débats. On a parlé de la jeunesse, de son implication dans le développement. Et les jeunes semblent vous faire un reproche, vous les politiques. Les jeunes disent que vous les utilisez simplement quand il s'agit d'avoir du poids électoral et après leur quotidien concret n'est pas pris en compte. Jean Kissi, je commence avec vous. Parce que vous êtes jeune. Oui, mais moi je n'ai demandé la permission à personne. J'ai commencé
à protester ou à exprimer quand j'étais déjà en seconde. Et au moment où j'ai eu mon bac, j'avais à peine 20 ans. J'étais leader ensemble avec les Yovo de Vidjolé, les abolis d'un mouvement estudiantin, le plus grand mouvement estudiantin, le collectif d'un mouvement estudiantin qui a été précurseur de tous les mouvements qui ont suivi. Je n'ai demandé la permission de la conférence nationale. Oui, j'étais délégué étudiant de l'université à la conférence nationale. À 20 ans et demi, j'ai demandé à personne la permission pour me mettre en politique. Est-ce que ce n'est pas un cas rare? Oui, mais est-ce que ça doit être un cas rare? Pourquoi justement c'est un cas rare? Oui, mais vous voulez enseigner aux gens. Il faut que les gens aient le courage. Si tu n'as pas le courage, on dit, hein, je crois que c'est François Fanon qui l'a dit, et qu'à un certain âge, il faut découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et donc, je crois que c'est la responsabilité des jeunes eux-mêmes. Si personne ne m'a dit à 20 ans, vous avez aujourd'hui en Autriche un premier ministre à 31 ans. Alors qu'un jeune Togolais se permet de dire que c'est les politiques qui ne leur permettent pas d'évoluer, ça veut dire que la personne même a démissionné. Professeur Agba, pourquoi vous n'utilisez les jeunes que quand vous avez besoin, quand vous portez votre sac? On ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Bon, je suis là aussi d'accord avec mon ami et frère Jean Kilsi, et il n'y a pas de cas exceptionnel. Quand vous êtes bachelier à 20 ans, c'est mon cas également, mais vous fabriquez vous-même. Vous travaillez dur, vous étudiez dur, vous vous faites remarquer par votre travail, votre concentré, et je vous assure, le destin vient vers vous. Oui, mais vous, est-ce que vous n'avez pas la responsabilité de former les jeunes, de les éduquer, de les sensibiliser? C'est mon métier. Je suis professeur. Quand vous avez un amphi devant vous, ce n'est pas seulement le latin que vous leur apprenez, vous leur apprenez à être. Et pourquoi ils sont si amorphes? Peu d'initiatives, peu d'enthousiasme. Tous les jeunes ne sont pas amorphes. Oui, mais la majorité. Non, il faut dire que les conditions sont devenues un peu plus difficiles. Il faut le reconnaître. Quand nous avons eu 20 ans, moi en tout cas en 68, pour être étudiant, nous n'étions pas très nombreux. Il faut être honnête. À partir de la classe de première, déjà, on vous proposait 1 ou 2 bourses. Si vous travaillez dur, l'année prochaine, au bac, vous avez ça. Mais au fur et à mesure que la population a augmenté, que les jeunes sont de plus en plus nombreux. Moi, quand j'étais étudiant vétérinaire, nous étions 22 dans l'amphithéâtre. Alors qu'actuellement, en première année de droit ou en première année de lettres, vous êtes 3000. Donc, la population nous a rattrapés. Ce qui fait que le Togo n'est pas seul dans cette situation. Hein. Allez au Bénin, allez au Niger, vous allez voir la même situation. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à s'insérer. Mais seul le travail paye. Je le dis de façon aussi vulgaire. Gilles, l'âge de responsabilité, c'est à 18 ans. À 18 ans, vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit de connaître des sentiments, d'embrasser, etc. Mais pourquoi ne pas prendre ses responsabilités dans la vie? Nous, on était dans ces années-là, on était tous, disons, des jeunes, les Kofi Donani, les Teko Djolé, nous. Et en face de nous aussi, il y avait des jeunes, les Bodjona, les Akadé. On était tous dans la vingtaine, 20, 21, 22 ans. Et nous avons pris nos responsabilités. Aucun jeune ne peut nous dire aujourd'hui qu'il faut lui ouvrir la voie. C'est ça, l'expression que je disais tout à l'heure, c'est François Fanon, il dit « chaque génération découvre ». On ne dit pas « on vous porte vers votre mission ». On dit « chaque génération découvre sa mission, la remplit ou la trahit ». Bon, revenons à nos moutons, comme le mouton du CEPD. Comme je suis vétérinaire, je suis d'accord avec vous. Alors, les conditions la tabaski, ou bien pour un accord politique durable au Togo. Alors, professeur, pourquoi le dialogue est si âpre, on va dire indécis, long et même asymétrique cette fois? Bon, est-ce que le dialogue est âpre? Je ne crois pas que l'expression soit bonne. Et vous savez les conditions dans lesquelles nous y sommes arrivés. Ou assis face à face, même pas. En tout cas, nous rentrant dedans les uns les autres, des voisins ont cru devoir venir nous aider. Parce que, comme dit l'adage africain, lorsque la maison de ton voisin brûle et que tu es là à jouir de cela, les étincelles peuvent passer à ta maison. C'est comme ça que nous avons vu le président ghanéen venir commencer à nous mettre ensemble. Ça a été un déclic. Donc, depuis ce temps-là, l'âpreté dont vous parlez, moi, je l'ai vu diminuer tout doucement. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'atmosphère est nettement moins tendue qu'elle l'était avant. Ah bon? Absolument. J'ai écouté un des facilitateurs il y a moins d'une semaine dire que les positions sont encore très tranchées et distantes
unes des autres. Ça ne veut pas dire que les positions étant toujours distantes, nous sommes violents les uns envers les autres. Nous avons connu cette période-là, par la grâce de Dieu, elle est passée. Nous avons connu cette période de dureté physique. Mais maintenant, si les propos, les positions restent tranchées, je vous l'accorde, mais cela n'empêche que le fait que des facilitateurs soient arrivés nous a permis de nous asseoir les uns envers les autres et de nous parler nous l'avons d'ailleurs consigné dans notre règlement intérieur, dans la tolérance et dans le respect mutuel. Mais ça, en août, le 19 août, ce n'était pas le cas. Je pense que nous en reparlerons. Jean Kissi, est-ce que ce dialogue n'est pas particulier? Oui, un peu particulier. Moi, je dirais même un peu très particulier. Et peut-être c'est le lieu aujourd'hui, parce que je suis en face du professeur, l'un des membres de la délégation du pouvoir, moi, dans la délégation de l'opposition. On s'est encore vu, je crois que c'était le mercredi dernier. Non, c'était le lendemain déjà. Ah, c'était même le jeudi, voilà, devant le général Béhanzin. Alors, l'amertume et l'embarras que j'ai, je vous le dis aujourd'hui, et je vous dirai pourquoi. Il y a des mots que je ne veux pas prononcer. Sinon, le mot qui aurait convenu à ça, c'est honte. Comment se fait-il qu'on soit dans ce pays? Vous êtes professeur. Nous avons été les grands enseignants. Les Togolais, après les indépendants, ont été les grands enseignants au Niger, au Gabon, même en Côte d'Ivoire. Ceux qui se sont fait du sou après les indépendants, ils ont essayé d'enseigner en Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, le Togo a un problème. En Togolais, on n'est pas en mesure de faire du face-à-face. Et on fait du triangulaire. C'est pour ça que je parle de honte. C'est-à-dire quand on dit en éveil, c'est un pimbénia, quoi. Comment se fait-il que nous, on est obligés d'aller parler à l'autre, les autres, de unis, ils nous font ceci. Ils viennent vous demander, vous leur répondez, et ils viennent nous dire qu'on leur a parlé, eux, ils viennent nous répondre ceci. Comment des gens comme vous, le grand frère Barké, le grand frère Solitoki, et chez nous, le grand frère Agboibo, le grand frère Georges Lawson, et quelqu'un comme, comment l'appelle-t-on, docteur Sama, de cet âge et de ce tempérament, vous pouvez être là, et les Togolais ne sont pas capables de parler entre eux, et c'est un président qui est élu il n'y a pas 2 ans, qui va venir faire du triangulaire. Ça, j'ai jamais compris, hein, je vais finir. J'étais allé chez ma tante, qui n'a pas un grand niveau la dernière fois, et je partais de chez elle, et elle m'a parlé en éveil. Mille miasi melo, c'est-à-dire on est dans vos mains. Et moi je lui ai répondu, mio chami le CDAO aussi, mais nous aussi on est dans les mains de la CDAO. Et elle m'a répondu, nous cham les pemio, vous n'avez pas honte. Mais c'est-à-dire que j'ai senti ça, c'était comme, je sais pas comment je pourrais l'exprimer. Je peux peut-être m'exprimer. Oui, bien sûr. Mon frère Jean, nous sommes Togolais, nous nous connaissons. S'il y a eu un accord ici que nous avons fait sans l'extérieur, ce sont les accords du 12 juin. Vous voyez où je vous amène? Les accords du 12 juin, la crise était tout aussi dure. Tout à fait. Nous nous sommes assis ensemble et nous avons sorti les accords du 12 juin. Les accords phare gouvernement. Vous savez ce qu'ils sont devenus ces accords du 12 juin? Le premier jour où nous sommes entrés dans la salle de la conférence nationale, on nous a dit que ces accords-là ne concernent que les signataires. On les a enterrés ce jour-là. C'est ce sont ceux-là que je connais qui ont été faits. Par la suite, tous les dialogues que nous avons faits ici ont eu besoin d'un facilitateur. Écoutez, nous avons été jusqu'à Colmar. Nous avons fait les accords pour l'accord 4 de Lomé. Nous avons eu besoin de 4 facilitateurs. L'un de l'Union européenne, l'un de la France, l'autre de l'Allemagne. Et Moussa Fagna, c'était le représentant de la francophonie. Pourquoi c'est ainsi, justement? C'est la question. Pourquoi on ne peut pas aller à des négociations directes? Je vais vous répondre. Oui. On ne peut pas faire de négociations directes parce que lorsque la partie en face vous pose une question que j'appelle cruciale ou existentielle, vous ne savez pas que répondre. Lorsqu'on vient me dire, oui, Boko, vous êtes le présentateur de cette émission, je viens, je dis, bon Boko, je viens, je ne vais même pas discuter avec toi, je veux juste les conditions de ton départ pour que je m'asseye là où tu es. Qu'est-ce que tu réponds? Quelle est la deuxième phrase que tu peux dire à partir de là? Je ne discute même pas. Je viens pour juste qu'on parle des conditions avec lesquelles tu vas partir
Oui, mais vous faites votre contre-proposition, parce que, comme l'a dit un leader sur ce plateau, ce sont des enchères. En effet, on dit, ah, si Mounia Girore, c'est-à-dire que... On n'est pas, c'est pas un marchandage comme au marché. Mais la politique, c'est un marchandage. Non, je vous parle de crise existentielle. Ce qui s'est passé le 19 août, ce n'était pas de l'amusement. C'était une tentative de renversement des institutions. Ce n'était pas de l'amusement. Alors aujourd'hui, évidemment, on peut en parler de façon détendue parce que cette crise-là est passée. Mais je vous assure que quand la partie en face vous pose une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre, vous êtes là, vous regardez. Oui, Jean-Christophe, est-ce que vous êtes convaincu par ces explications? Non, c'est-à-dire que moi, je considère que même en période de guerre, c'est-à-dire que vous finissez toujours autour de la table. Imaginez que nous devons faire cette émission-là et que on soit assis. Moi, on détache cette table, je suis là-bas, on détache. Gilles va venir vous poser la question. Et après, il revient de l'autre côté me poser la question. Les téléspectateurs vont commencer par appeler vous dire, mais quelle est l'image que vous nous présentez là? Moi, c'est ça que je dis. Nous avons vu en Centrafrique. Moi, j'ai jamais cru, parce que je connais bien cette histoire-là, j'ai des amis là-bas, que Djoto Dia et Bozizé allaient rester face à face et discuter. Regardez jusqu'où ils sont arrivés avec des tendances religieuses. Mais ils sont allés. Regardez les couloirs qu'on a fait au moment de Madeleine Albright avec, comment l'appelle-t-on, avec les Israéliens et les Palestiniens. Regardez comment ces deux peuples sont distants. Mais nous, Togolais ici, mais Bassar et Eve, on se marie et puis on n'est pas en mesure de discuter face à face, de rester autour d'une table. Oui, mais il vous reproche votre radicalisme d'avoir monté trop haut les enchères. Il dit que c'est ça qui a bloqué les négociations directes. Cette question nous a été posée au comité préparatoire. Oui. J'ai la chance d'être aujourd'hui de temps en temps dans la délégation, mais d'avoir été au comité préparatoire. Et cette question nous a été posée au comité préparatoire. Nous avons répondu que dans un dialogue, ce qui est important, quelles que soient les positions excessives de l'adversaire, ne l'empêchez pas de le dire. Mais vous aussi, répondez. Puisque l'adversaire ne peut jamais vous tenir la langue de dire ce que vous avez à dire. Non. Écoutez, l'ambiance autour de cette table est détendue parce que je connais Jean et Jean Monnet. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça a commencé. C'est pas comme ça que ça a commencé. Alors, je répète encore une fois. Lorsque le 19 août, des dizaines de milliers de personnes sont au GTA et vont marcher sur la présidence. Oui, mais le dialogue n'a pas commencé le 19 août. Mais en mars ou en février, quand on a fait... L'ambiance était déjà détendue. Oui, mais pourquoi à ce moment-là, on ne pouvait pas faire des négociations directes? Je répète encore une fois, c'est une question existentielle. La partie en face me dit, tu as fait un certain nombre d'années, moi je veux discuter des conditions de ton départ. Moi je réponds, je ne pars pas. On s'arrête là. Tu vas partir, je réponds, je ne pars pas. Il faut bien qu'une troisième personne vienne pour nous raisonner. C'est pour ça que ces vacilateurs sont arrivés. Oui, mais non, le problème, ce n'est pas qu'ils sont arrivés. Moi, je suis d'accord. Même ils sont là, mais il n'y a pas eu de négociation directe. Nous, il n'y a pas... Mais, non, voilà, oui, c'est ça. Ça confirme ce que je dis. Mon frère n'était pas peut-être aux premiers échanges. Mais lorsque le facilitateur ghanéen a eu écouté l'une et l'autre partie, il a compris que face à face, nous ne pourrions jamais évoluer. Ce n'est pas possible. Bon, la grande question... Moi, je veux le retour à la Constitution de 92. Moi, je dis, je ne veux pas. Bon, le Ghanéen a compris tout de suite qu'il faut nous recevoir les uns après les autres et essayer d'arrondir les angles. Le face-à-face était difficile compte tenu des questions de départ. Aujourd'hui, est-ce que les positions ont évolué, Jean Kissi? Oui, mais c'est-à-dire que le premier processus lancé, la dynamique du premier processus lancé ne permet pas qu'on nous mette toujours ensemble. Même la dernière fois que Béhanzin est venu, le général Béhanzin est venu, j'ai été étonné qu'à ce niveau-là aussi, on fait une cérémonie d'ouverture, et puis après on dit le gouvernement n'a qu'à sortir, et ce que nous avons, on l'a dit, et après on a reçu le gouvernement, on lui a posé des questions, nous ne savons pas les réponses que le gouvernement a données. Comment Gilles, avez-vous jamais vu ça dans un pays, jusqu'à voir dans nos traditions? La tradition africaine est contraire à ça. Lorsque vous avez des problèmes et quelqu'un vient, qu'on appelle chez nous Nyamesola,
Niamey-Sola ne peut jamais trancher quand les deux protagonistes ne sont pas en face. Ça n'existe pas dans notre culture. Mais est-ce que les positions évoluent malgré tout? Est-ce que vous sentez... C'est eux qui doivent donner, qui doivent faire une concession, demandez-leur. Moi, je vais vous dire oui, je répète que les positions ont évolué. Oui, expliquez-nous. À partir du mois d'août et de la violence et de la répétitivité des marches qui ont bloqué le système, qui ont mis à mal notre économie, le fait que le premier facilitateur soit arrivé, que la CEDEAO prenne le problème à bras le corps et nous désigne maintenant deux présidents pour être facilitateurs, oui, les positions ont évolué. On nous a demandé, quand je dis nous, c'est la partie gouvernementale, le premier problème pour nous, c'est qu'il faut apaiser, n'est-ce pas, l'ambiance, il faut nous libérer tel et tel. Le gouvernement fait ça. Non, l'opposition estime que dans les prisons aujourd'hui, il reste encore 53 personnes. Gilles Bokor, les chiffres ne seront jamais les mêmes. Et je dois dire, pour ma défense, que je ne maîtrise pas autant ces questions que le ministre de la Justice. Mais chaque fois que nous nous sommes retrouvés avec, d'abord, il arrive que nous soyons face à face. L'opposition sort un certain nombre de listes. Mais le ministre de la Justice dit non, celui-ci, ceux-là, on a même demandé qu'il fasse une commission, l'opposition et le ministère de la Justice, pour vraiment se mettre d'accord sur les chiffres. Alors quand vous dites ces chiffres-là, moi je ne peux pas le dire. Mais récemment, je sais que le président a encore pris des mesures de grâce présidentielle. Des personnes arrêtées pendant les manifestations parce qu'ils ont causé des bris de verre et autres ont été libérés. Est-ce qu'ils l'ont été tous? Je ne peux pas le dire. D'autant que le ministre de la Justice dit tous les gens en prison ne sont pas les mêmes. Il y a certains dont je peux dire que les fautes sont vénielles. C'est facile de les libérer. Il y a d'autres dont la procédure demande d'abord qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés et qu'éventuellement ils bénéficient d'une grâce. Mais professeur Kondi, devant une urgence comme celle que vous avez décrite tout à l'heure, oui, est-ce que c'est la peine de faire ces formes de juridisme? Pourquoi ne pas libérer ces gens, hein, Gilles Bokor, c'est trop facile, et passer tout le reste pour perte et profit? Pourquoi? Au nom de l'intérêt général, pourquoi? Un État ordonné ne peut pas faire ce que vous dites là. Nous faisons une marche, nous faisons de la violence, nous cassons, on nous emprisonne. Dès que nos positions vont les demander, on va nous libérer. Mais vous allez voir comment l'effet d'emballement que ça va nous causer. Quand vous avez fauté devant la société, il faut répondre de vos actes. Maintenant, si celui qui a la possibilité de vous libérer le décide, oui. Mais ce serait trop facile de dire. Non, ce serait trop facile de dire non, tous ceux qui ont été emprisonnés, quel que soit le motif, on les libère parce que nous voulons l'apaisement. Oui, sur ce sujet aussi, en fait, on revient au même nœud gordien. Le ministre vient de dire quelque chose tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez senti. Il dit que l'opposition avance un chiffre, le ministre de la Justice dit ces chiffres ne sont pas vrais. Alors, ce n'est que le jour où les deux seront assis ensemble, les deux discuteront du chiffre, qui vont s'entendre sur le chiffre. Oui ou non? Sur cette question, vous avez raison de dire au ministre que ce n'est pas d'une question juridique, hein, parce qu'on est dans une crise politique. Dans une crise politique, vous voulez parvenir à un accord. Il est bon comme mesure d'apaisement, les mesures qui permettent à ce que vous puissiez discuter en paix, que ceux qui sont en prison soient libérés. Peut-être même certains parmi eux peuvent contribuer au dialogue. Donc à partir de ce moment, la façon dont le dossier est piloté aujourd'hui, on a l'impression que le dossier est vicié. Vous avez lu le communiqué qui est sorti la dernière fois, où on a dit on a libéré 12 plus 7. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Dans ce communiqué, on dit dans le communiqué qu'il y a la grâce présidentielle. Alors quand nous analysons les faits, on voit des remises de peine et puis on voit dedans des gens qui ont été libérés de manière provisoire. Alors une grâce ne concorde pas avec une liberté provisoire. De quoi il s'est agi? On ne sait même pas. Donc c'est pour ça que la question, comme vous le dites, de notre avis doit être réglée de manière globale. Et nous avons dit en tout état de cause, peut-être que le Ghana ou la Guinée ne peut pas venir nous imposer un certain nombre de choses, mais comme on est dans une crise politique, c'est la justice qui juge de l'opportunité des poursuites. La justice togolaise peut juger de cette situation, de l'opportunité des poursuites, et savoir que pour arriver à un apaisement, à un accord, hein, ce qu'on pense un véritable accord, qui met définitivement les Togolais ensemble, de décider de laisser les poursuites. Bon. Et on serait réglé. Mon frère Kissi, les mesures d'apaisement ne peuvent pas être dans un seul sens.
si vous dites qu'on en a libéré un certain nombre, qu'il en reste d'autres, moi je dis, le ministre de la Justice dit qu'il y a des procédures qui doivent aller à leur terme avant que une grâce éventuelle puisse taire ou faire libérer. Mais de l'autre côté, les mêmes facilitateurs ont demandé à la partie opposition d'arrêter les marches, de faire en sorte qu'il n'y ait plus violence, qu'il n'y ait plus cette sorte de tension. L'opposition... Ce que nous avons fait. Mais en disant que l'opposition dit que la marche, c'est un droit constitutionnel. Mais dans le concret, est-ce qu'il y a eu des marches? Mais laissez-moi parler. Quand vous parlez, moi, je n'interviens pas. Parce que nous, quand nous faisons le total, le compte, nous ne voyons pas ce que la partie opposition a apporté comme mesure d'apaisement ou comme contribution. Waouh! Oui, mon frère. Mais c'est nous qui avons tout donné. Ah bon? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que nous seuls qui donnons. Qu'est-ce que vous avez donné, mon frère Kissi? Qu'est-ce que vous avez donné? Mais on a fait combien de marches depuis là? Mais nous n'avons que ça comme arme. Vous savez, vous avez tout l'État, tout l'arsenal de l'État. Nous avons comme arme que la seule marche pacifique. Oui. Mais à partir du moment où nous, on met un bémol sur les marches, ça veut dire que nous avons tout donné. S'il n'y avait pas la poursuite de la CENI, tout ça... Oui. Un bémol sur les marches. Il a dit un bémol. Il n'a pas dit qu'ils ont arrêté les marches. Ils ont mis un bémol. Je sais que c'est cette sorte de menace, cette sorte d'épée de Damoclès. Les marches, vous pouvez les faire à tout moment. Vous avez demandé récemment à les faire. Oui. Donc vous auriez souhaité que l'opposition suspende. Arrête. C'est ce qui a été demandé. Mais nous aurons violé la Constitution en disant, déclarant que nous arrêtons. En libérant, justement, les détenus aussi, eux aussi, ils auraient violé la Constitution. Non, ils n'ont pas violé la Constitution. C'est pour ça, moi, je dis que le ministre de la Justice serait devant moi. La Constitution n'impose pas des marches. Oui. Pourquoi ne pas arrêter cette affaire, vous aussi, d'accord? Arrêter, décider que les marches sont arrêtées pour qu'on aille de l'avant. Non, c'est-à-dire qu'en réalité, revenons bas la terre. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des négociations? Quand vous avez des armes, au moment même où vous négociez, vous laissez les armes quelque part. Quand nous avons des marches, eux aussi, ils ont nos gens en prison. Au moment de négocier, nous pouvons arrêter, nous pouvons suspendre les marches pour un temps. Mais on ne va pas dire on arrête les marches au Togo. Mais pendant que nous, on suspend les marches et qu'on n'en fait pas pendant le dialogue, eux aussi, les armes qu'ils ont, ils doivent les déposer, ils doivent libérer nos prisonniers. Et ils n'ont pas libéré, et puis ils continuent au niveau de la CENI. Regardez comment les syndicats négocient. Mon grand frère a été ministre d'État. Et surtout dans un secteur, attention, sensible. Et quand vous discutez avec les syndicats, au moment où vous êtes assis comme nous sommes assis autour de la table, les syndicats responsables ne font plus de manifestations. Mais le jour où les syndicats ont l'impression que c'est bloqué, on n'aura plus rien. Quand ils quittent la table de négociation, ils n'ont même pas le temps d'aller manger à Koumen. Ils vont directement assembler autre manifestation en même temps. C'est comme ça que... Oui, on va évoluer sur ce point-là, mais répondez-moi quand même à une remarque. Professeur Kondi et Jean Kissi, est-ce que c'est quand même pas dramatique que tout un pays soit arrêté, en tout cas sur le plan économique? Vous avez souligné les dégâts tout à l'heure. Tout à fait. À cause des gens libérés et des marches à arrêter. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Bon, écoutez, la situation s'impose à nous. Vous pouvez débloquer la situation. Mais nous sommes en train de le faire. Ben, ça va prendre combien de temps? La hauteur qu'avait atteint la crise fait que nous devons prendre le temps de... Votre émission s'appelle comment? Pour une solution durable de la crise. Vous avez dit durable, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut faire les choses dans le fond. Je voudrais dire à mon frère ici qu'il n'y a pas que les gens emprisonnés, libérés en partie ou en totalité. Il n'y a pas que, n'est-ce pas, les marches avec lesquelles on nous tient, on tient en haleine la population. Il y a aussi ce processus électoral. Voilà une des mesures que nous avons prises, nous, pour respecter les conseils donnés à nous par les deux facilitateurs, d'arrêter le processus électoral. Mon frère est député, il sait très bien que nous avons décidé que les députés restent en fonction jusqu'à ce que nous ayons réglé cette crise et que nous ayons fait de nouvelles élections. Il le sait, n'est-ce pas? Voilà encore une mesure que le gouvernement a donnée. En tout cas, cela arrêter le processus électoral. En tout cas, tous les points. Le fond du dossier n'est même pas encore attaqué. Oui, tout à fait.
Tout à fait. La dernière fois, nous avons suivi, lorsqu'on a fait le dernier point avec le général Béhanzin et ses pairs ne s'en aillent, ils nous ont dit la première chose, c'est les mesures d'apaisement contenues dans le dernier communiqué des facilitateurs de la CEDEAO. Et puis, on aborde en seconde phase, quand les cœurs seront apaisés, on aborde en seconde phase le fond du dossier. Oui, aujourd'hui, dans le fond du dossier, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous continuez par réclamer? Oui. En fait, dans le fond du dossier, il y a un élément essentiel et des éléments. Parlons de l'élément essentiel. Voilà. L'élément essentiel du Togo, qui est la source de la crise depuis un certain nombre d'années, depuis 2002, c'est en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Voilà l'élément essentiel. Ouais. Ça veut dire que les Togolais, vous savez, je donne souvent cet exemple-là. Quand vous allez à, comment l'appelle-t-on, à Klikame, dans le Vaud, et ils ont une pierre sacrée là-bas dans la forêt. Le jour où vous allez toucher à ce vaudou chez eux, vous allez voir des armes et les trucs vont sortir. Tu te demanderas, toi en tant que chrétien, c'est à cause de ça seulement? Mais c'est ce qui est sacré pour eux. Ce qui est sacré pour nous et pour lequel nous avons lutté, nous avons donné notre vie, c'est que en aucun cas, nul ne puisse rester au pouvoir plus de 10 ans au Togo. 90, 91, 92, c'est le sacrement que les Togolais ont fait. À partir du moment où ce sacrement est profané, et que ce n'est pas ramené à l'endroit, le problème demeure. C'est pour ça quand tu disais tout à l'heure, Gilles, qu'à cause de libération des prisonniers et de suspension des marches, tout le pays est bloqué. Je dis, mais c'est de l'euphémisme. C'est ramener le problème vraiment à un niveau... Non, le problème est plus profond que ça. Je voudrais m'exprimer sur ce point précis. Oui. Et j'utilise l'expression que mon frère Kissi vient de donner. Il a dit 2002. 2002 est vraiment la racine de tout ce que nous traitons. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002? On doit remonter d'ailleurs 3 ans. En 1999, je suis devenu ministre dans ce pays, je sais ce qui s'est passé. Les élections avaient été faites en mars 1999. L'opposition de l'époque avait protesté pour dire que non, ils n'ont pas participé. Et le président Yadema avait dit, bon écoutez, nous allons faire des élections anticipées. Il faudrait attendre 3 ans pour aller à ces élections anticipées pour corriger celles de 1999. Mais en 2002, malgré tout ce que l'opposition a demandé et obtenu, la même opposition a boycotté les élections de 2002. C'est la maladie que nous soignons aujourd'hui. En 2002, lorsque le RPT s'est trouvé en position, comme le dit la Constitution, de modifier la Constitution a été modifiée et ce, en aucun cas, n'existe plus pour nous. En aucun cas n'existe plus pour nous. Dans la Constitution que nous utilisons aujourd'hui, il n'y a plus dans aucun cas. Avec des députés du CAR, nous l'avons modifiée en 2007. Donc, cette nouvelle constitution, c'est celle qui nous régit jusqu'à présent. Ça n'existe plus. En aucun cas n'existe plus. Maintenant, des gens peuvent souhaiter qu'elle revienne, mais il faudra qu'on fasse, si c'est un consensus qu'on doit faire, oui, ou si c'est... Justement, c'est le souhait. Ils l'ont dit clairement pendant plusieurs mois. Vous, qu'est-ce que vous dites à propos de ce bout de phrase, en aucun cas? Nous disons que dans la Constitution qui nous régit actuellement, en aucun cas n'existe plus. Oui, d'autres cherchent à le ramener. Qu'en dites-vous? Comment ils vont le faire? Comment ils vont le faire? Comment ils vont le faire? La question la négociation. Ne se pose pas en termes de comment. Ouais. Si, le comment est très important. Vous allez l'imposer comment? Par quelle opération vous allez faire revenir cela? Pour faire disparaître en aucun cas, on a été à des élections et une Assemblée nationale s'est prononcée pour dire voici les modifications que nous apportons à la loi fondamentale. Maintenant, non, la question que je pose, vous, qu'en pensez-vous? En aucun cas, quel est votre avis sur le sujet? Nous ne sommes pas les seuls dans ce monde où un président ou une chancelière fait 1, 2, 3, 4 mandats. Ça veut dire que vous n'êtes pas... vous ne partagez pas, vous ne souscrivez pas pour cette affaire de en aucun cas. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Donc vous n'êtes pas pour la limitation des mandats, hein? Non. Maintenant que la négociation nous permette d'y revenir, oui, on va le faire. Nous sommes d'accord déjà. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est en aucun cas qui est le nœud du problème, que nous devons l'accepter. Bon, quelle est la différence, Jean, situez-nous entre la limitation du mandat qui semble actée par le parti au pouvoir Absolument. Et le bout de phrase en aucun cas? Quelle est la nuance? Non. La limitation simple, sans le en aucun cas, ça voudrait dire que les gens envisagent que, voilà, que tout le monde qui est là
c'est à partir de ce moment qu'on voit pour lui. Ça veut dire qu'en aucun cas veut dire, en réalité, quand tu en as déjà 10, ça veut dire que c'est un élément dont on doit tenir compte pour la suite des négociations. C'est pour ça que nous avions dit, quand on ramène le en aucun cas n'interdit encore à personne de se présenter. C'est les conséquences de en aucun cas qui doivent conduire normalement les négociations. En début, c'est ça. Vous savez, moi j'ai entendu des choses ici. Et c'est pour ça que je dis en fait, si on était face à face et qu'on se disait ces choses, le problème allait être réglé. C'est parce qu'on n'est pas face à face. Il a soulevé un élément. Tout à l'heure, peut-être vous, ça vous a échappé. Moi, ça m'a accroché. Il a dit, où on veut être chancelière 2 ou 3 fois, on n'est pas les seuls. Moi, j'ai fait l'Allemagne. Ça m'a accroché. Et sur ce sujet, je comprends là où ils ont envie d'y aller. Et sur ce sujet-là, nous avons effectivement répondu qu'en gouvernant une république des gens, vous ne pouvez pas vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que le peuple va avoir? C'est pour ça que je dis, ou vous ne voulez pas de limitation de mandat. Dans ces conditions-là, vous pouvez choisir un régime parlementaire comme en Allemagne, où le pouvoir suprême se trouve dans les mains du Parlement. Et près de 540 quelque chose personnes. Ce n'est pas une personne qui détient le pouvoir. Et ces 540 quelque chose personnes sont renouvelées partiellement à chaque élection. Ça veut dire qu'en fait, le renouvellement est de fait. Ou vous choisissez ce régime parlementaire-là. Mais si vous voulez un régime présidentiel solide comme le nôtre, où tout le pouvoir d'État est concentré entre les mains d'une personne, vous vous retrouvez dans le cas de la France ou au Sénégal, où le mandat est limité. Tout simplement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans tout régime où le pouvoir suprême est concentré dans les mains d'une seule personne, il faut limiter les mandats pour qu'il n'y ait pas l'abus. C'est ce que tout le monde a. C'est ce que les États-Unis ont. C'est ce que la France a. C'est ce que le Sénégal a. Limiter le mandat, nous sommes d'accord. Nous avons même pris déjà une loi en ce sens. Bon, je vais traduire tout ce qui se dit en langage politique là, en des termes très simples pour comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre. En aucun cas, limitation de mandat. Ce que les autres veulent, c'est de savoir si l'actuel chef de l'État se présente en 2020 ou non. Bon. Tout le problème se limite là. Bon, d'accord. Le reste, je vous l'accorde. Oui. Ce que j'en dis, c'est que lorsque nous allons prendre le nouveau texte, ce texte ne doit pas être personnalisé. Ce sera un texte qui régit l'avenir. Ce sera un texte qui ne prend pas en compte que celui-ci a déjà fait 12 ans, il a fait 8 ans. Quand nous prenons une nouvelle constitution, elle régit pour l'avenir. Ça veut dire que comme au Sénégal, lorsque nous aurons pris une nouvelle constitution, tout le monde, on met les cartes à zéro, on met les compteurs à zéro. Et tout le monde peut se présenter à égalité de chance. C'est ce que nous disons. Oui, professeur, pourquoi pour vous, il est bon de limiter les mandats présidentiels? Parce que le temps est venu de le faire. Ça existait avant. Une possibilité a été donnée à un parti de changer. Et désormais... Quelle est la finalité? Pourquoi cherche-t-on à limiter le mandat? Pourquoi? Quelle est l'utilité, selon vous? Le renouvellement du personnel politique, ça existe. Pourquoi pas? Tout à fait. Oui, et donc même si on vote un texte aujourd'hui, ça veut dire que si il ne peut pas être rétroactif, ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Ah, comment ça? Lorsque vous allez prendre un nouveau texte qui dit que le mandat est de 2 fois 5 ans, tout le monde se présente à égalité de chance. 2 fois 5, ça fait 10 ans. Dans 10 ans, nous recommençons, une autre personnalité se présentera. Mais on ne peut pas dire qu'on prend un nouveau texte, mais celui qui est en pouce ici, lui, doit tenir compte de ce qu'il a déjà fait. Et de ce que son père même a fait aussi. Parce que parfois on fait ces additions-là, vous savez. Jean Kissi, les termes sont clairs. Pourquoi vous vous arc-boutez sur cette affaire de candidature de Faure en 2020 ou non? Est-ce que vous ne pouvez pas dépasser ce débat? Moi, je n'ai pas parlé de candidature de Faure. Oui, en filigrane, c'est ce qu'on dit. Oui, mais retrouvez tous mes débats. Voir si j'ai parlé de candidature de Faure. J'étais même allé sur des antennes un jour. Je le lui accorde. Mais ici, il ne parle pas en son nom. C'est une coalition. Oui, mais c'est au nom de la coalition, c'est ce que la coalition... c'est ce qui bloque les discussions. Qui est différente. Non, la position n'est pas différente. Mais ce que je vous dis, c'est que... Pourquoi vous faites la Constitution? Moi, je suis un député. Les gens me disent souvent, ils apprécient le travail que je fais, etc. Pourquoi vous croyez que je ne veux pas me mettre au centre de ce qui se fait et que je vais accepter que quelqu'un d'autre se mette au centre, où on veut placer un homme au centre et ça va compliquer le problème? Non, ce que nous disons, c'est que en mettant en aucun cas, nous ramenons la Constitution à l'endroit.
Voilà, moi j'ai été acteur de 90, j'ai été l'un des pilotes de 90. Alors, ce que le peuple a fait à 98%, nous voudrions tout simplement qu'on le ramène à l'endroit. Quand on le ramène à l'endroit, on verra maintenant les conséquences. Si les conséquences frappent quelqu'un, il le frappe et à partir du moment... C'est pour ça que les négociations sont importantes. À partir du moment où on pose la question sur la table et on discute. En fait, quand on ramène la Constitution de 92 elle-même, elle est ramenée, elle est là. Nous trouvons un accord, on va à l'Assemblée ensemble, même tous les députés, on s'entend, on ramène, en aucun cas. Alors, à partir de ce moment, on voit les implications. Et c'est dans les implications qu'on rentre dans les négociations. Et c'est ces négociations qui peuvent amener à une transition parce que l'image sera faite. Et puis, ce qui n'est pas bon pour nous. Ce qui n'est pas bon pour nous, Gilles, et ça, je vais le dire, ce n'est pas bon pour notre République, ce n'est pas bon pour l'image des Togolais. Tu ne peux pas dire qu'on ramène un texte à l'endroit et que vous, ça ne va pas vous frapper. Ça fait quelque chose comme... Oui, je ne sais pas. Posé une question centrale, comment allez-vous faire pour ramener le texte à l'endroit? Oui, mais c'est ce que nous disons ensemble. Comment? Il y a 1000 moyens de ramener ces tests à l'endroit, dont 2 qui sont simples. Non, pas techniquement, parce que eux, s'ils ne sont pas d'accord, est-ce qu'ils vont ramener le texte? Oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que les négociations sont importantes. Pourquoi nous sommes assis autour de la table? C'est de trouver un compromis. Nous savons que c'est ce que nous voulons. C'est ce que le peuple demande, c'est ce que nous voulons. Maintenant, quand vous vous asseyez autour de la table, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on le ramène. Il y a plusieurs manières de le ramener. Mais il faut une entente. Vous ne pouvez pas aller au dialogue et parvenir à un résultat sans qu'il y ait d'entente. Et c'est l'entente que nous recherchons parmi nous. Et l'entente déterminera le mode. Si c'est une loi d'abrogation, nous entendrons que c'est une loi d'abrogation. Si c'est une façon de ramener les principales dispositions, la preuve, quand nous avons commencé, nous étions sur un retour intégral. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une procédure parlementaire de ramener les 5 points. Ça veut dire qu'on trouve un accord, et lorsqu'on trouve un accord, on dit aux députés dans leur ensemble, UNIR dit à ces députés, et l'opposition dit à ces députés d'avaliser l'accord trouvé. C'est ce que UNIR ne dira pas. Ah. C'est ce que UNIR ne dira pas, justement. Mais donc vous ne voulez pas que le Togo sorte de la crise? C'est pourquoi nous avons besoin, M. Gilles Bokor, d'un facilitateur. Comment voulez-vous que nous ayons constaté que la Constitution de 92 n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne parce qu'elle a été écrite dans des conditions spéciales. Elle n'est pas bonne parce qu'elle a des lacunes profondes. Et que nous nous acceptions, tout en connaissant ces lacunes, de dire qu'on la ramène. Nous ne dirons pas ça. Nous ne dirons pas ça. Je cite à titre d'exemple tout simplement que dans cette Constitution de 92, Gilles c'est un juriste, il n'y a pas comment régler les contentieux électoraux. On n'avait pas prévu ça. Alors nous allons aujourd'hui dire que nous amenons la Constitution de 92, on fait des élections, à qui allons nous adresser pour nous plaindre de tel défaut, tel défaut? On n'avait pas prévu ça. Cette Constitution n'est pas bonne. Dans la Constitution de 92, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Hein? Oui, ça c'est... On a dépassé ce stade-là depuis. Oui, mais si on la ramène, ça veut dire que c'est M. Boukossi qui organise les élections. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Non, voilà, vous allez encore d'un autre côté. Non, l'institution de la CENI, est un élément qui se trouve dans le code électoral. Oui, mais la Constitution... toutes les constitutions que nous avons votées font le lien sur le code électoral. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Moi, c'est le fait qu'ils disent que ils ne diront jamais, comme si la politique se fait juste par le désir des politiques et non de l'aspiration populaire. Cette constitution a été votée à 98%. Le président Eyadema a demandé à tout le peuple togolais, à tous ses sympathisants de voter cette constitution. C'est le même Eyadema qui a changé la constitution en 2002. Oui, de manière unilatérale. Mais attention, de manière unilatérale pour en profiter. Pourquoi c'était unilatéral? Pour en profiter, parce qu'en 2003... Oui, mais parce que votre régime a l'habitude de la violation des accords. L'accord cadre, vous dites tout à l'heure, ce n'est pas parce que, à l'occasion d'une élection que moi j'appelle coup de force électorale, organisé contre l'accord 4 de Lomé que nous avons signé en 99, que vous avez une majorité unilatérale pour aller transformer la Constitution, que nous allons l'accepter. Du moment où vous nous tenez, nous pouvons l'accepter. Mais toutes les fois que nous avons la possibilité, nous aussi, de nous éclore un peu, on le demandera. Et si on ne le règle pas, le problème reviendra. Voilà. Mon interlocuteur a dit, le peuple veut, le peuple veut. Il faut dire notre peuple à nous. Parce que chacun de nous a son peuple. Hein. C'est vrai, c'est vrai ça? Ah oui. Ah, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Non, il ne faut pas dire le peuple veut. Hein, votre peuple à vous, parce que vous avez vos partisans, peut vous vouloir ce que vous dites là. Mais unir à son peuple.
qui pensent comme ce que je vous dis là. Ah mais si c'est ça, donc le peuple du Nil est vraiment minoritaire maintenant, puisque l'Afrobaromètre a dit que 85% des Togolais veulent les réformes. Organisons des élections. N'est pas une élection. Ah ouais, on est d'accord, mais un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Cela. Une idée minoritaire, nous sommes d'accord, allons aux élections pour prouver ce que vous venez de dire. Vous êtes sûr que vous accepterez des élections dans ce pays? Tout à fait. Vous? Ah bon? Vous accepterez des élections dans ce pays? Unir qui ne veut pas d'élection? Unir? Mais Unir ne peut jamais accepter vraiment ce qu'on appelle élection dans ce pays si ce n'est pas un coup de force électorale, vous êtes sûr? Non, faut pas galvauder les élections. Oui, mais dans ce pays, on n'a jamais fait d'élection. Mais Unir va accepter pour une fois des élections dans ce pays. De vraies élections. Pas de coup de force électorale. Tous les observateurs qui viennent disent que les élections sont depuis 2007. Depuis 2007, le label Élection Togo a été apprécié. Bon, on va conclure cette émission. Ah bon, déjà? Oui, ce que je tire des échanges, oui, c'est que vous entendez pour ne pas vous entendre. On ne fait pas du corps du devoir, vous voulez qu'on puisse conclure. Vous nous avez accordé 20 minutes. ont compris, en tout cas ceux qui nous suivent ont compris que pour le moment, vous n'êtes pas décidé à vous entendre. Non, on va finir par s'entendre. Je pense que, vous savez, gouverner un pays, il y a des normes, il y a de la normalité. Ceux que nous avons appelés, si je puis dire, au secours, vont finir par nous dire, écoutez, dans telle situation, voici ce que vous pourriez faire. Et je pense que nous allons nous Donc vous êtes pour un arbitrage de la CEDEAO? Mais nous sommes en plein arbitrage de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas me demander si nous sommes pour. Nous sommes en plein arbitrage. Est-ce que UNIR est prêt, le parti est prêt à appliquer ce que la CEDEAO dira? Écoutez, le président actuel de la CEDEAO, c'est le président de UNIR. Nous ne pouvons pas aller contre. Si c'est nous, la situation était en blocage et que toute une institution, vous savez, la CEDEAO, c'est pas n'importe quoi. Que le professeur nous dise au moins qu'est-ce que la CEDEAO va nous ramener. Moi, comment je peux savoir ça à l'avance? Ah, vous ne savez pas? Non, il ne faut pas me poser des questions pièges comme ça. Je ne suis pas le président de la CEDEAO et le président de l'UNI. Et vous êtes le président des sages de l'UNI. Il n'est pas président de la CEDEAO. Je n'ai dit des choses qui existent. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas président de l'UNI? Donc au moins, vous pouvez nous avancer au moins. Jacques, ici, ça veut dire que moi, je suis dans le secret des présidents qui sont en train de travailler ce dossier. Non, je ne suis Jacques, pas ici, donc vous attendez à l'arbitrage de la CEDEAO pour régler la crise également? Non, vous sentez que ce que moi j'ai avancé, j'ai l'impression que ce serait pas une très belle cuisine, peut-être pas pour eux, peut-être pas pour nous aussi, de laisser des cuisiniers étrangers cuisiner pour nous. Moi, c'est mon avis. Demain nous dira, vous devez poser ce problème au sein de la coalition, mais demain nous dira, parce que moi j'ai cité un certain nombre de sages. En réalité, tel que nous prenons le problème, j'ai l'impression qu'il y a une question de volonté et d'amour du Togo qui manque quelque part. Vous croyez que ce pays-là, avec tous les problèmes que nous connaissons, on peut évoluer demain si on n'a pas un accord du genre de ce que Nelson Mandela et Frédéric de Klerk ont trouvé pour sortir l'Afrique du Sud de ce problème et qui permet, vous croyez, est-ce que vous y pensez? Même pour rassurer les vôtres, si on n'a pas un accord qui garantit que demain, il n'y ait pas de chasse aux sorcières, que tout le monde soit amené à travailler avec tout le monde, qu'il y ait une transition qui dure assez, qui nous permette de nous côtoyer, vous croyez que demain est la veille? Franchement, j'ai la chance d'avoir vécu toutes ces crises-là et nous avons déjà entendu ça. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas ceci, mais la réalité est totalement différente. C'est pourquoi l'accord que nous cherchons, nous aussi, doit garantir une certaine liberté à chacun de nous. Que les deux peuples, le vôtre comme le nôtre, aient vraiment les mêmes avantages et les mêmes devoirs. Merci, on va s'arrêter là. Merci pour les échanges. C'était un plaisir de vous avoir eu autour de ce plateau, même si vous ne vous êtes pas entendu et ce n'est même pas l'objectif de ce débat. Merci, professeur. Merci beaucoup, Gilles Boyko. Honorable. Merci. Et c'est la fin donc de ce forum, le forum de cette semaine. Dans un instant, une nouvelle édition de journal. À très bientôt.